Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Moi je défends la liberté, quoi qu'il arrive, et ce blog s'appelle Liberté d'expression, c'est un vieux blog, il a peut-être maintenant 15 ans, ou même peut-être plus d'ailleurs, je ne sais plus quand je l'ai lancé, et c'est un blog qui effectivement est ouvert à tous, naturellement, il n'y a pas de modération, sauf pour les insultes, et c'est un blog où les gens viennent exprimer tout ce qu'ils peuvent ressentir et observer, et je m'en sers beaucoup d'ailleurs pour essayer de moi-même consolider des opinions quand j'ai des doutes sur ce que je peux voir. Les vrais sujets des Français sont des sujets historiques, c'est-à-dire que nous vivons en direct un grand effondrement généralisé. Un grand effondrement généralisé du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue sociétal, du point de vue militaire, du point de vue éducatif. On peut énumérer tous les grands piliers de la société s'effondrent sous nos yeux après 40 ans, 50 ans de mensonges et d'idéologie. C'est ceci que nous vivons là en direct. Là, c'est une sorte de révolution. Et simplement, c'est une révolution dont les dirigeants, j'imagine, ont bien analysé, mais vous remarquerez qu'en effet, tous les regards sont aujourd'hui dissipés par des sujets annexes. La réforme des retraites est un sujet important, je n'en disconviens pas, mais tout ne se résume pas à la réforme des retraites. Or, si vous entendez les médias, si vous entendez les discours politiques, nous sommes sommés aujourd'hui de nous arrêter dans ce petit périmètre un peu étriqué, de savoir s'il faut partir à 62, 63 ou 64 ans, et comme si toute la crise existentielle, la grande crise civilisationnelle s'arrêtait aux retraites. Non, je pense que ce problème des retraites est naturellement important. D'ailleurs, il fédère beaucoup de la colère française, bien entendu, mais il me semble qu'il y a beaucoup de faux semblants et de trompe-l'œil dans cette colère-là. D'abord, des trompe-l'œil parce que cette colère est portée par une gauche qui a disparu quasiment, en tout cas qui ne peut plus émettre d'idées nouvelles, sauf à répercuter en effet des antiennes sur les retraites par répartition, qui est un système d'ailleurs qui s'essouffle. Et puis c'est un système en trompe-l'œil parce que on essaye de nous faire croire que les retraites pourraient être le dénominateur commun de toute la colère française, alors que la colère française déborde très largement ce problème des retraites, où les syndicats tentent de vouloir fédérer une colère qui ne leur appartient pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a une grande panique, en tout cas de la gauche, qui voit que son pouvoir hégémonique est ébranlé aujourd'hui par la libération de la parole malgré tout à travers les réseaux sociaux et à travers l'effondrement des idéologies. Et on vit un coup d'état permanent du réel, et aujourd'hui, il faut être malhonnête intellectuellement pour refuser de voir comment vivent les gens et comment réagissent aujourd'hui les opinions à ces désastres successifs. Donc, je ne porte pas particulièrement une parole nouvelle, simplement je suis moi-même un messager, je suis un photographe de l'instant, enfin j'espère, un bon photographe, j'espère de l'être aussi, et je pense que ma parole commence à être en adéquation, l'avait été déjà un petit peu auparavant, en adéquation avec toute cette France oubliée qui ne se reconnaissait pas dans le discours médiatique et qui maintenant, en tout cas, se reconnaît dans les discours alternatifs. Et j'essaie certes, j'ai travaillé dans un grand journal, Le Figaro, puis dans une chaîne mainstream, CNews, mais déjà au Figaro et à CNews, j'ai essayé d'être le porte-parole de ceux qui n'avaient pas la parole. Et donc je poursuis dans ce but-là, et si je suis écouté, j'en suis bien content, en effet.
travers les grands effondrements, il y a un autre effondrement que je n'avais pas cité, c'est l'effondrement intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a une crise de l'intelligence collective, indubitablement. C'est-à-dire que depuis 40 ans, 50 ans, le monde intellectuel s'est refermé sur lui-même, a ressassé les mêmes idées, a coopté les mêmes enseignants en sciences sociales, a fait en sorte que ne coule plus qu'un filet d'eau tiède maintenant de toutes les études sociologiques notamment. Et donc, on voit bien qu'il y a un assèchement, bien sûr, et que le monde qui s'écroule parce que il s'écroule par la force des évidences, mais que le monde qui doit suivre n'a pas été pensé. C'est bien là le grand drame. C'est-à-dire qu'en 1789, si l'on pouvait se comparer à 1789, et je veux bien le faire, au moins 1789 avait été préparé par des grands intellectuels, par le mouvement des Lumières, etc., les encyclopédistes. Tandis que là, vous chercherez, vous ne trouverez pas d'encyclopédistes, vous ne trouverez pas très peu d'intellectuels qui ont pensé l'alternative. Quelques-uns se réveillent maintenant, bien entendu, mais vous les comptez sur les doigts d'une main. Et donc, le grand drame que nous vivons aujourd'hui, c'est que le monde de demain n'a pas de colonne vertébrale, n'a pas de colonne idéologique. C'est-à-dire que ça ne peut être pour l'instant qu'un monde pragmatique, qu'un monde qui n'envoie que des bouées de sauvetage pour essayer de réparer ce qui peut encore être réparé, de sauver ce qui peut encore être sauvé. Et ce monde-là appartient d'abord, me semble-t-il, à toute cette société oubliée, à toute cette France d'en bas. C'est la France d'en bas qui est sommée aujourd'hui de réparer les dégâts de la France d'en haut, si je puis dire. Et la France d'en bas ne peut réparer ces dégâts-là qu'avec un instinct de survie, dans le fond, que l'on voit apparaître dans les mouvements spontanés ici et là. Un instinct de survie qui répond à une crise existentielle, à une crise de la démocratie, mais qui naturellement est assez pauvre dans ses slogans et dans ses idées. Il faut bien le reconnaître aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si le mouvement des Gilets jaunes, qui avait été le révélateur il y a 4 ans de cette crise existentielle-là, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas perduré, c'est bien parce qu'il n'avait pas de structure idéologique, de colonne vertébrale suffisamment forte pour émettre même des mots d'ordre qui soient fédérateurs. Et donc, on est dans cette grande ambivalence où l'on voit bien, chacun perçoit qu'il y a une colère française qui est indubitable, qui court toute la société, mais c'est une colère française qui, en même temps, pour l'instant, ne donne rien que des apathies, des renoncements, et des atermoiements. Donc, est-ce que vraiment la révolution, s'il devait en avoir une, en reprenant le parallèle avec 1789, est-ce que 1789 peut advenir aujourd'hui? Je ne sais pas. Et il est possible, en effet, que l'on arrive à une sorte de grand somnambulisme, c'est ce que l'on voit apparaître, c'est ce qui m'effraie un peu, et c'est pour ça que je ne me résous pas à applaudir à cette révolte apparente à travers les retraites, car il me semble que c'est encore une fois un faux semblant qui est mené par des syndicats et une gauche subclaquante qui ne représente pas la société de demain. Cette société de demain reste à inventer. Et voilà, sur quelle base? C'est toute la question. Je pense qu'il faut prendre la révolution dans son étymologie, revolvere, qui revenir en arrière. Je pense qu'en effet, il ne suffit plus simplement de dire qu'il faut avancer pour être réformiste, il faut regarder d'où l'on vient. Et je pense qu'à un moment donné, j'avais écrit un livre qui s'appelait « De l'urgence d'être réactionnaire ». C'était naturellement une provocation, mais d'être réactif, c'est-à-dire de participer à une réaction politique, il faut réagir en tout cas à tous ceux qui nous ont mis dans ce pétrin-là. Donc déjà désigner ceux qui ont saccagé la France à ce point, saccagé à tout point de vue. Et donc, déjà faire l'inventaire de ceci et décider de ne plus travailler avec ceux-là, ceux qui sont encore au pouvoir. Donc, il faut casser le système. Ce système est à casser. Or, pour l'instant, tous ceux qui se mobilisent à travers les retraites, pour revenir à ce sujet, sont des intervenants, des acteurs qui ne cherchent qu'à maintenir précisément ce système-là. Ce système est à bout de souffle, on le voit bien, il n'y a pas besoin d'en faire la démonstration, on voit bien que, encore une fois, tout s'écroule et donc il faut penser à autre chose. Et donc je pense que c'est autre chose à penser, parmi les pistes en tout cas, qui sont à explorer, parce que rien n'a été conçu. Je pense qu'il faut se rendre compte, en tout cas, si l'on veut partager avec moi cet impératif qui est de retrouver une maîtrise de notre destin, je parle du peuple français, il faut revenir à tout ce qui a été facteur de sa déconstruction. Et donc, accuser les traîtres, j'avais fait un autre livre qui s'appelait « Les traîtres », qui était précisément de nommer tous ceux qui ont trahi le destin français, pour aller vite, si vous voulez, et en leur demandant des comptes, voire même en leur demandant des comptes devant la justice,
et puis essayer de redynamiser une démocratie qui, de mon point de vue, est une démocratie confisquée depuis trop longtemps à une caste, à une élite, et en tout cas à des gens qui ne comprennent pas comment vivent les gens. Ce gouffre entre les élites et le peuple aujourd'hui est admis même par les élites elles-mêmes qui se rendent compte, en effet, qu'elles doivent aller maintenant au-devant de la vie des gens. Il serait temps qu'elles le fassent. On peut encore réparer naturellement tout ceci et réparer un dialogue, mais je pense que ce sont deux mondes parallèles qui ne se connaissent plus, qui ne savent. D'ailleurs, ce qui est intéressant à travers cette réforme des retraites, c'est que apparaît maintenant sur les écrans de télévision une partie de cette France oubliée, de cette France populaire, de ce populisme qui effraie précisément les élites. Et on se rend compte d'ailleurs à quel point Paris, par exemple, pour prendre cet exemple, a été vidé de son peuple en 2 générations. C'est-à-dire que le Paris révolutionnaire, celui qui menait toutes les grandes révoltes historiques, n'avait pas voulu rejoindre la révolte des Gilets jaunes il y a 4 ans parce que la sociologie en avait été tellement chamboulée qu'il n'y a plus que des bourgeois, des bobos ou des étudiants qui se désolidarisent totalement. C'est la province aujourd'hui qui a pris le relais de Paris, en tout cas dans les grandes révoltes populaires qui ont fait l'histoire de France. La décentralisation, elle s'applique en tout cas à travers cette colère-là. Maintenant, est-ce que cette colère-là fédère toutes les colères françaises? Je ne pense pas, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça paraît être une évidence, mais c'est un constat qui n'est pas partagé par tout le monde, parce que même le président de la République, qui, lors de sa précédente réforme par points, voulait donc enterrer la réforme par répartition, est en train de nous dire aujourd'hui que la réforme par répartition est le summum de ce qu'il faudrait préserver. Donc il y a là une incohérence, une de plus, dans le discours politique. Moi, je pense que il faut maintenant essayer de penser à d'autres systèmes, et singulièrement à mettre une part importante de capitalisation dans ce système par répartition, parce que ce système par répartition s'essouffle. Dans 40 ans, il n'y aura plus qu'un cotisant, 2 pour un retraité. C'est-à-dire que c'est la pyramide de Ponzi, vous savez, c'est la chaîne de Ponzi, pardon, ou le système à la Madoff, c'est-à-dire que c'est un système qui est alimenté par les nouveaux arrivants. Quand les nouveaux arrivants viennent à manquer, le système s'effondre. On en est là pour l'instant. Donc, je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il ne faut pas s'effrayer de la capitalisation, qui est d'abord un système qui est appliqué pour les services publics avec le système préfonds, et qui est un système qui est appliqué par beaucoup d'autres pays en Europe et ailleurs, et en Amérique du Sud, je crois également. Et donc, on pourrait penser à cela. D'ailleurs, j'observe que David Linard, le maire de Cannes, pense la même chose que moi, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une sorte de complément entre la retraite par répartition, qui serait une solidarité pour les plus faibles, naturellement. Il n'y est pas question, naturellement, de laisser tomber les plus faibles. Ce serait une discussion naturelle, mais toutes les discussions, maintenant, sont devenues impossibles, tellement il y a une chape de plomb et tellement les certitudes officielles font office de vérité révélée. Donc oui, ça pourrait être en effet une ouverture. Ça pourrait être un abandon de la système par répartition, mais rappelons que le système par répartition est un système qui a été instauré en 1941 par le maréchal Pétain. C'est pas auparavant, en 1930, il y avait encore un système par capitalisation qui marchait bien. Donc on pourrait très bien revenir à ce système-là. Puis en plus, si on doit aller au bout du sujet, je pense que le problème de la solidarité nationale doit également être revu à travers son périmètre. Je veux dire par là que si en 1945 la société était une société homogène, la société française était une société homogène où il y avait une solidarité naturelle, elle n'est plus homogène cette société-là. On voit bien qu'il y a des contre-sociétés qui se sont installées avec des gens qui viennent en France sans vouloir adhérer en tout cas à la communauté française et qui n'y viennent que pour bénéficier des assurances sociales. Donc est-ce que le Français est d'accord pour payer les retraites de la contre-société? Est-ce que la contre-société est d'accord pour payer les retraites des Français, des natifs, si je puis dire? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus sur ce point-là. Je me mets à leur place. Ces personnes fuient des régimes épouvantables, elles fuient des systèmes économiques qui les appauvrissent, donc elles viennent au plus offrant. Et nous sommes le plus offrant, mais elles ne viennent pas parce qu'elles nous adorent. Elles ne viennent même pas parce qu'elles nous aiment. Ça se saurait si c'était ça, mais on voit bien qu'il y a presque même une détestation à se dire français pour une partie de ceux qui nous ont rejoints. C'est bien là le drame d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est même plus un échec de l'intégration, c'est un refus de l'intégration. Et d'ailleurs, c'est un refus de l'intégration qui a été également conceptualisé par les propres dirigeants eux-mêmes, puisqu'ils parlent maintenant de sociétés inclusives, c'est-à-dire que c'est une société qui ne demande même plus l'effort élémentaire
faire semblant ou même et encore moins de se fondre naturellement dans la communauté, comme l'ont fait toutes les générations précédentes d'immigrés, c'était des immigrés européens, c'était donc plus facile. Mais on voit qu'il y a des difficultés énormes, singulièrement à travers la nouvelle immigration extra-européenne, surtout musulmane, asiatique, mais surtout musulmane, bien sûr. Mais ceux-ci sont des tabous maintenant qui commencent à l'être beaucoup moins, parce qu'on voit également, bien sûr, que cette contre-société est une contre-société qui ébranle non seulement la solidarité nationale, mais qui ébranle la fragilité même de nos nations. D'ailleurs, il y a une aberration à poursuivre une immigration de peuplement telle que le fait le gouvernement, qui continue à penser que tout ira bien si l'on donne simplement du travail à ceux qui arrivent. Mais non, il y en a 5-6 millions de chômeurs, 7 millions de Français qui ont déserté l'emploi, dont 3 millions de jeunes qui ne veulent plus travailler non plus. Et ils ont un rapport au travail qui n'est plus le rapport que l'on avait auparavant. C'est leur choix, c'est un choix culturel presque. Enfin, c'est un choix qui se fait quand même malgré tout sur le dos de ceux qui cotisent. Parce qu'ils vivent maintenant à travers cette idée saugrenue qui avait été de distribuer un salaire universel. Ça avait été aussi cette autre utopie de la gauche, mais également d'une partie d'ailleurs de la société mondialisée, de dire que l'on donnerait un salaire universel à tous les improductifs afin qu'ils foutent la paix. Dans le fond, c'était un peu ça. Les premiers Gilets jaunes ont été une révolte fiscale, mais ils n'ont pas été qu'une révolte fiscale, c'était contre la taxe sur les carburants. Et les bonnets rouges, précédemment, avaient été également une révolte fiscale contre les portiques fiscaux. Donc il y a quand même, malgré tout, cet ADN des grandes révoltes françaises, d'ailleurs, parce que 1789, c'est aussi une révolte fiscale, mais ça ne s'arrête pas à cela. Déjà, les Gilets jaunes, moi je les avais suivis attentivement, en tout cas dans les premiers mouvements des ronds-points, c'était une révolte également existentielle, c'était une révolte identitaire, c'était la révolte de tous ces oubliés qui entendaient faire savoir qu'ils existaient, qu'il n'y avait pas simplement la France diversitaire qui mobilisait et les subventions et les discours politiques, mais la France des cités d'immigration, mais qu'il y avait également une France française, une France rurale, une France enracinée, qui elle aussi était malheureuse, et peut-être même plus malheureuse que la France des cités, dans la mesure où elle ne recevait rien des subsides d'État. Donc c'était vraiment une crise, Guy lui appelle cela la crise des dépossédés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus rien sauf la patrie, pour reprendre le mot de Jaurès. Et donc, je pense que aujourd'hui, la crise qui advient est une crise naturellement qui souffre bien sûr de l'inflation, bien entendu, mais ce serait réducteur que de vouloir ne voir qu'une crise sociale et économique dans cette crise plus générale qui est encore une fois une crise culturelle, une crise civilisationnelle. Et une crise civilisationnelle d'une partie d'un peuple qui se sent de plus en plus étranger chez lui et qui voit que son destin lui échappe, et que non seulement son destin lui échappe, mais que lui-même est devenu indésirable pour une partie de ses dirigeants, singulièrement à gauche, qui voit en ce peuple-là, quand il essaye d'exister, un peuple xénophobe, un peuple raciste, un peuple populiste, et un peuple qui est sommé de disparaître, en effet, sous les nazis. Et il est quasiment aujourd'hui traité de fasciste quand il prétend avoir son mot à dire. Donc il y a là une véritable violence, qui est une violence identitaire et une violence politique qui est assumée par toute une partie de ceux qui se disent progressistes et qui détestent le peuple. C'est quand même ahurissant de voir à quel point aujourd'hui la gauche est en première ligne pour cracher sur ce peuple indésirable. Oui, mais enfin, de dire que le parti, on pourrait en rire, de dire que le RN est un parti fascisant, d'abord, à l'évidence, ce n'est pas vrai. Alors, si c'est ça le fascisme, ce n'était rien du tout. Donc c'est une insulte pour ceux qui ont subi le fascisme. Et puis ensuite, on voit bien que de dire du RN que c'est un parti fascisant, ou de dire de votre interlocuteur qu'il est fasciste, c'est également une rhétorique qui est souvent employée par la gauche lorsqu'elle n'a plus d'arguments, c'est de chercher à clouer de bec et de tétaniser l'interlocuteur, parce que vous perdez votre temps à dire que vous n'êtes pas fasciste. Donc autant en rire, bien entendu, mais simplement cela montre malgré tout l'état de panique de cette gauche qui perd son monopole intellectuel, son magistère moral, et qui se rend bien compte aujourd'hui qu'elle ne tient plus, que ces mensonges ne tiennent plus, et qu'elle ne tient plus aujourd'hui que par l'intimidation. Je pense que ce monde va s'effondrer, ce monde s'effondre, mais il va devenir
je parle de la gauche, elle va devenir de plus en plus violente, naturellement, en tout cas dans ses attaques même ad hominem, et qu'elle va user de tous les procédés, et les plus insultants, pour essayer de disqualifier l'interlocuteur sans vouloir même entendre ses arguments. Et nous vivons là dans ce moment de bascule où l'intolérance est telle que nous ne pouvons plus débattre de rien, en tout cas, à part quelques exceptions. Et sur CNews, par exemple, il y a quelques éléments de la gauche respectable qui viennent encore pour discuter, mais où vous remarquerez que toute une partie de l'extrême gauche, de la gauche de la NUPES, refuse maintenant de venir. Il ne s'engage plus, il l'assume, donc il ne supporte plus la contradiction. Donc à partir du moment où vous ne supportez plus la contradiction, c'est donc que vous êtes envahi par le totalitarisme, que vous avez du mal, l'esprit totalitaire que vous avez du mal à dissimuler. C'est ce qu'on lui demande, bien entendu, mais je pense qu'il n'a pas été construit ainsi. L'analyse qui a été faite par le président de la République, c'était qu'on ne vivait qu'une crise économique et sociale, qui ne pouvait être résolue que par des solutions économiques et sociales. Il a évacué tout le reste. Alors cette crise existe, encore une fois, je ne la nie pas du tout, mais simplement, c'est une partie de la crise. Encore une fois, je pense que la France périphérique, celle qui... La plus malheureuse, celle qui m'intéresse davantage, c'est celle qui ne manifeste pas justement pour la réforme des retraites, parce qu'elle s'en fout, elle est tellement dépossédée de tout qu'elle est même dépossédée de ses retraites. Et c'est cette crise identitaire, cette crise existentielle, mais là je risque de me répéter, qui est à prendre en considération, et avec dans le fond un retour à tout ce que déteste ce gouvernement et ce président de la République, qui est la protection, la souveraineté, le retour aux frontières. Il y a un paradoxe de flatter l'Ukraine quand elle défend ses frontières et de fustiger la France quand vous avez des Français qui défendent les frontières de la France. Il y a quand même là, il faut sortir de cet illogisme et de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un besoin de retour à des enracinements, à des protections, et que les Français abandonnés ne supportent plus d'être abandonnés par ceux qui ont la prétention de les diriger. Et donc, pour ça que je pense que le président de la République, mais depuis le début, depuis les premiers jours de son mandat, a fait une fausse analyse, une mauvaise analyse, en pensant qu'il n'y avait qu'une crise économique et sociale, et que l'ennemi à abattre était le populisme. Quand vous dites que l'ennemi à abattre est le populisme, vous désignez votre propre peuple comme étant populiste. Moi, je suis populiste. Si le populisme, c'est simplement de vouloir écouter la souffrance des gens. Et donc, je pense que ce gouvernement-là ne peut pas écouter la souffrance des gens, parce qu'il est dans cette idéologie mondialiste, dans le fond, qui a acté la disparition des peuples, la disparition des nations, la disparition des frontières, et qu'il ne voit le citoyen que comme un consommateur qui peut être remplacé d'une manière équivalente par quelqu'un d'autre venant d'une autre culture. Et on est dans ce grand mélangisme-là, encore une fois, c'est cette violence-là qui est insupportable à beaucoup de Français, même si ceux-ci l'expriment de manière détournée, parce qu'il n'y a pas eu de grands penseurs, de grands intellectuels qui ont pu mettre des mots sur ces mots-là. Il y a eu une démission des intellectuels. Alors, certes, je ne dis pas que certains se réveillent. Michel Onfray, par exemple, se réveille. Finkielkraut s'est un peu réveillé également, avec beaucoup de circonvolutions. Oui, c'est-à-dire que Macron a toujours... Macron sait mettre les mots. C'est bien ça, d'ailleurs, le drame de son imposture. C'est qu'il sait, effectivement, c'est quelqu'un d'intelligent. Il n'est pas très compliqué de comprendre, de faire le diagnostic de ce grand malaise français. Et donc, il a bien compris qu'il y avait un dialogue à rétablir. Mais quand il rétablit un dialogue, par exemple, dans le grand débat, on voit bien que c'est un débat, d'abord, qui est un débat mimé. C'est de la théâtralisation. C'est un débat qui avait été fait avec des gens préalablement admis, ou en tout cas dont les réponses étaient connues, ou en tout cas c'est un débat qui n'a abouti sur rien, d'autant plus que dans ce grand débat-là, il y avait également préalablement un grand débat sur l'immigration, et que ce grand débat sur l'immigration, qui est quand même un des socles, me semble-t-il, du malaise identitaire, avait été rejeté par le président de la République au bout de quelques semaines. Donc c'était un grand débat qui était un foutage de gueule, pardon de cette vulgarité. Mais donc les gens s'en aperçoivent. On voit bien que le président de la République s'est moqué beaucoup du monde en essayant de feindre un progressisme qui était pour moi une régression démocratique en tout cas. Moi, je fais partie de ce quatrième pouvoir, donc je ne veux pas non plus trop cracher dans la soupe, d'autant que j'adore ma profession, mais je suis bien obligé d'admettre que ce quatrième pouvoir n'en est pas un. C'est un troisième pouvoir vif, c'est un pouvoir qui accompagne le pouvoir politique, bien entendu. Le quatrième pouvoir, maintenant, est du côté du manche. Mais il a toujours été
relativement du côté du manche. Ce n'est pas la force d'opposition que mériterait une démocratie équilibrée qui voudrait qu'il y ait des contre-pouvoirs qui s'expriment à travers la presse ou même à travers le Parlement. Là où on a bien vu, en tout cas, enfin, que l'Assemblée maintenant elle commence à avoir un peu plus de pluralisme, mais jusqu'à présent, nous avions un président omnipotent qui pouvait effectivement se targuer de n'avoir plus aucune opposition. Et en tout cas, sur la presse, en effet, je déplore, je peux faire... J'adore, je pourrais pas faire autre chose que ce métier-là, mais je suis bien obligé de reconnaître, en effet, qu'il y a, dans une grande partie de ma profession, un énorme conformisme, un énorme suivisme, une énorme paresse intellectuelle et une grande connivence, en tout cas, avec le monde politique, quel qu'il soit, mais surtout avec le monde politique quand il est au pouvoir. On a vu ça à travers la crise sanitaire où il n'y a pas eu d'opposition. On voit ça, par exemple, à travers la manière dont on ne débat pas de la guerre qui s'approche entre l'Ukraine et la Russie. On voit ça à travers tous les grands débats qui sont des débats confisqués au profit d'une pensée unique. Et nous vivons sous le poids de plus en plus prégnant de la pensée unique. La pensée unique envahit tout, et elle envahit tout singulièrement dans la presse. D'ailleurs, c'est bien pour ceci que la presse alternative, dont vous faites partie, commence à avoir une audience de plus en plus importante, parce que dans cette presse alternative, on peut dire ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne dit plus, ce que l'on devrait dire, mais ce que l'on ne dit pas dans la presse mainstream, dans les grands médias écrits en tout cas. Et vous avez quelques chaînes comme CNews qui l'a compris et qui également maintenant se tournent vers en donnant la parole aux Français. C'est en effet une très bonne chose, bien entendu. Mais il est quand même aberrant de se rendre compte que on découvre aujourd'hui que la presse doit être en effet le porte-parole de tous les Français et pas simplement le porte-parole d'une caste. Or, trop souvent, cette presse-là s'est faite le porte-parole des pouvoirs en place. Moi, je n'ai jamais été, j'aurais refusé d'y aller, je n'ai jamais mis les pieds à l'Élysée, en tout cas dans le bureau du président de la République, et je ne supporte pas cette proximité, bien que je comprenne naturellement qu'un journaliste politique ait à rencontrer des hommes politiques, ceci n'est pas discutable, mais je ne copine pas avec eux pour autant, je ne les tutoie pas, etc. Et donc il y a quand même une grande familiarité entre le monde politique et le monde journalistique que je ne trouve pas très sain, et singulièrement ce déjeuner était je l'ai critiqué parce que dans ses modalités, parce que d'abord, ces journalistes ont été invités au débeauté, ils se sont précipités. C'était pour, en effet, répercuter un élément de langage, de dire que je pense que c'était pour dire que les grévistes étaient irresponsables, irréalistes. Et donc, ils ont tous répercuté ce mot-là, irresponsable, sans dire qu'il venait de la bouche du président de la République, mais avec des circonvolutions pour dire que cela venait de l'entourage, etc. Donc avec une sorte, malgré tout, de malhonnêteté, parce qu'autant dire, s'il rencontre le président de la République, autant dire qu'il rencontre le président de la République. Donc il y avait un côté rendez-vous caché qui montrait précisément cette connivence entre cette presse et le pouvoir. Bon, c'est une anecdote, mais qui a quand même été assez révélatrice, d'autant que dans les explications que j'ai entendu de ceux qui étaient invités ou qui défendaient ceux des journalistes qui étaient invités, revenait toujours l'accusation en complotisme. Ceux qui ont accusé ces journalistes-là de s'être couchés, enfin en tout cas d'avoir répondu prestement à l'invitation, étaient des complotistes. Et vous remarquerez que maintenant le terme de complotiste est employé tous les jours abondamment par tous ceux qui, n'ayant plus d'arguments, essaie de clouer le bec par maintenant cette nouvelle accusation, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'accusation qui était portée durant la terreur en 1793, où durant la terreur en 1793, les révolutionnaires voyaient des complots partout. Mais maintenant, et c'est un petit peu le même raisonnement totalisant, maintenant ceux qui s'accrochent au pouvoir voient des complotistes partout. Alors c'est pas tout à fait les complotistes fomentent des complots, et ceux qui étaient les révolutionnaires de 1789, voyaient, eux, des complots qui étaient fomentés partout. C'est exactement le même manichéisme, cette même incapacité à vouloir comprendre pourquoi vous avez des interlocuteurs qui ne vous approuvent pas et qui vous contestent. Et donc, il faut tout simplement accepter le débat. Mais maintenant, le débat est devenu
quelque chose de risqué, en tout cas. Si on avait une confrontation des idées, ça m'irait, mais c'est pas une confrontation des idées, non, c'est une mise au banc, c'est une chasse à l'homme, c'est un lynchage, bien entendu. Donc ça peut être très violent, oui, c'est en effet très violent, mais je ne suis plus tellement affecté par ce que je lis sur moi, ça fait très longtemps, sinon j'aurais arrêté d'écrire ce que j'écris. Et vous avez beaucoup de journalistes qui ont préféré effectivement se retirer de ce débat-là plutôt que d'avoir à supporter des insanités ou des étiquettes infamantes. Moi, je ne me sens pas insulté par ceux qui m'insultent parce que je ne me reconnais pas dans les insultes. Je ne suis pas fasciste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas tout cela. Et donc, cela m'indiffère un peu, mais cela montre quand même, là, à ce point, l'intolérance qui est celle qui est portée par toute une partie de cette gauche qui se dit humaniste et qui est d'une violence extrême, même entre confrères. C'est vrai que mais je n'ai pas envie de parler de moi parce que c'est pas intéressant, mais il y a un sectarisme qui déshonore dans le fond le débat d'idées et qui devrait être un débat où les esprits se frottent et se contredisent et s'enrichissent entre eux, parce que d'après tout, moi je n'ai pas la vérité révélée. Je pense que l'interlocuteur qui me contredirait n'a pas non plus la vérité révélée. Peut-être avec un débat constructif, nous pourrions arriver à quelque chose, à une sorte de synthèse, mais pour l'instant, chacun campe un peu dans ses tranchées. Ça m'inspire que tout ce monde qui est au pouvoir ne cesse de s'emplir de diversité dès qu'il s'agit de vouloir promouvoir précisément la diversité ethnique, la diversité culturelle, la diversité religieuse, mais dès qu'il s'agit de la diversité intellectuelle, elle sort sa Kalachnikov. Et donc je ne vois qu'un lent processus d'abêtissement général et d'incapacité, en effet, à admettre la contradiction. C'est un processus totalitaire. On est dans un processus totalitaire. Nous régressons de plus en plus. Moi, j'ai honte de voir à quel point le débat a régressé. Regardez, par exemple, le débat sur la crise sanitaire. J'ai été de ceux qui ont critiqué les atteintes à la liberté d'expression, les atteintes au consentement, et l'on voit que tout ceci, aujourd'hui, ça commence à être admis. Les livres sortent, etc. Mais vous vous rendez compte qu'il y a encore une omerta totale de la part des médias qui ne répercute même pas les doutes, et plus que les doutes, ne serait-ce que sur... Et vous avez encore un silence de plomb de la part des médias qui tous, à l'époque, s'étaient mobilisés pour dire qu'en effet, les vaccins étaient formidables, qu'il n'y avait pas d'effets secondaires, que ceux qui les critiquaient étaient précisément des complotistes, et que ceux qui critiquaient le pass sanitaire n'avaient rien compris, que ce pass sanitaire, ce pass vaccinal était formidable. Enfin bon, avec une sorte je trouve pas le mot, de conformisme, de suivisme et des propos très violents. Et donc, à tout le moins, ces gens-là, on a tous les noms en tête de journalistes ou de médecins de plateau qui ont tant insulté ceux qui les contredisaient. Ces gens-là pourraient au moins, à tout le moins, ne serait-ce que avant de s'excuser, reconnaître que ce qu'ils ont dit était faux, parce que c'était des mensonges, ou en tout cas des mensonges par omission, ou en tout cas des contre-vérités. Eh bien non seulement ils ne disent rien, mais j'ai même entendu M. Véran encore récemment, qui était face à Berkoff, traiter Berkoff de complotiste, à nouveau de complotiste, parce que Berkoff avait osé demander des comptes à M. Véran, et quand maintenant M. Véran est invité dans des émissions de télévision, on lui parle de tout, sauf de sa politique désastreuse quand il était ministre de la Santé. Donc vous voyez cette connivence entre la presse et le pouvoir politique sur des sujets aussi sensibles que celui-ci, par exemple, qui me semble être le scandale sanitaire qui va venir, parce que ce scandale va venir, de tous ces mensonges et de toutes ces désinformations, de cette propagande hygiéniste. Ce scandale commence à s'établir un peu partout dans les autres pays européens, en Belgique très récemment. Et moi, j'attends, je suis patient, mais je pense qu'il va falloir, là aussi, demander des comptes à tous ceux qui ont insulté, en traitant de complotistes, ceux qui disaient simplement que la vérité, dans le fond, parce que ce sont les complotistes qui ont eu raison. Et ce sont des procédures d'épuration. On a connu ça dans les pires périodes. On a connu ces procédures d'épuration. C'est de l'épuration. C'est une épuration au nom d'un principe supérieur qui serait celui que que le parti a toujours raison. Le parti a toujours raison. C'était le slogan des soviétiques. C'est un mépris total, encore une fois, pour la personne humaine et pour ne serait-ce que le respect du consentement, parce que en tout cas pour les vaccins c'était ceci. Pour les soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils avaient quand même le droit d'avoir
leur consentement libre et éclairé. Et donc c'est une violence extrême. Et vous remarquerez que il y a eu beaucoup, en effet, de médecins qui ont été sanctionnés. Vous remarquerez qu'il y a des médecins qui ont été sanctionnés et qui ensuite ont été blanchis, comme le docteur Perron, le professeur Perron, par exemple. Et je m'en félicite. Et vous remarquerez d'ailleurs au passage que autant la presse avait accablé Perron de tous les noms en le traitant de farfelu et de je ne sais plus quel nom d'oiseau, autant la presse n'a rien dit quand il a été blanchi par le Conseil de l'Ordre. Et donc, vous voyez bien que toutes ces profondes injustices sont des procédés de terrorisme intellectuel, tout simplement, de terrorisme intellectuel, et qui sont des marques de faiblesse de la part de ceux qui n'ont pas d'autre argument qu'un argument d'autorité pour faire passer des idées qui sont des idées fausses. Ce seraient des bonnes idées, encore une fois. Bon, on dirait, d'accord, mais ils ont eu raison. Mais simplement, ce sont des gens qui se trompent. Ils se trompent surtout, et on pourrait dire la même chose de la manière dont en effet, cette troisième guerre mondiale se prépare sans aucun débat. Il y a quand même une aberration intellectuelle à voir que personne ne se trouve, enfin personne, chez les grands dirigeants, personne ne trouve utile d'avoir à demander ne serait-ce que l'avis du Parlement. Ce serait bien la moindre des choses que de demander l'avis du Parlement sur cette guerre infernale qui est en train de se préparer dans l'indifférence et au prétexte que, encore une fois, ceux qui s'affolent seraient des populistes, on revient, ou des complotistes, ou je ne sais quoi, enfin toujours cette imbécilité qui bloque le débat. Si on n'est pas pour la guerre, on est des Munichois, on est des agents, les idiots utiles de Poutine, enfin tous les éléments de langage sont fournis par tous ceux qui aboient, toute la meute qui aboie, et sans voir que ce serait une perspective épouvantable pour un conflit qui est un conflit territorial qui mériterait en tout cas de sortir du manichéisme. Mais là encore, on est obligé, on est imposé d'avoir une lecture binaire avec le tout noir ou tout blanc, et Zelensky très gentil et Poutine très méchant. Non, moi je ne me résous pas à cela, ni pour ce sujet, ni pour les autres. Oui, la note d'optimisme, c'est que les Français aujourd'hui sont lucides de tout cela. Ils voient bien que tout ce que l'on dit, c'est ce qu'ils disent également. Les Français le comprennent, les Français naturellement le comprennent simplement, encore une fois. Et c'est là ma crainte, c'est que je vois bien qu'il y a une lucidité incontestable de la part d'un grand nombre de Français qui se rendent compte qu'ils ont été abusés. Mais il y a aussi une sorte de résignation, c'est ça qui m'effraie. Peut-être en effet parce que pour l'instant ils ont encore assez à manger dans l'assiette, il est possible que ce soit cela, et une résignation parce qu'ils se rendent compte qu'il est un peu vain d'avoir à se battre contre un pouvoir qui aujourd'hui a tous les pouvoirs, et que, encore une fois, le monde d'après n'a pas été pensé autrement que par eux-mêmes, par ces gens modestes, par cette France modeste. Et donc, il y a une peur de l'avenir, et je peux très bien comprendre, en effet, qu'il y ait une peur de l'avenir, et il en voit bien, d'ailleurs, que Macron passera sa réforme des retraites, parce que la gauche ne veut surtout pas que ce soit Marine Le Pen qui soit l'alternative à Macron, si Macron devait démissionner pour pas avoir réussi à passer cette réforme, par exemple. Donc, le progressisme est le premier soutien de Macron dans la perpétuation de ce monde ancien. C'est un monde ancien qui piétine, qui fait ses processions syndicales et ses grèves antiques, si je puis dire, parce qu'il ne trouve rien d'autre pour l'instant à se mettre sous la dent. Donc on ressasse des vieilles idées, on ressasse un vieux monde, et le nouveau monde attend l'étincelle. Moi, j'attends que cette étincelle, effectivement, produise le meilleur. Ça peut aussi produire le pire, je n'en sais pas. Et mon inquiétude est là, en effet, et j'aimerais que non seulement les intellectuels, mais les médias se réveillent, et plutôt que d'applaudir quand le pouvoir censure RT, par exemple, la chaîne russe, ou quand le pouvoir censure France Soir, quand le pouvoir veut censurer les réseaux sociaux, veut censurer Twitter, croit voir de la haine partout dès que la parole se libère. Je préférerais que ce pouvoir-là commence à entendre cette parole libérée pour ce qu'elle porte de révolutionnaire. C'est la glasnost, la parole libérée soviétique qui a fait tomber le mur de Berlin et qui a fait s'effondrer l'Union soviétique. Alors nous ne sommes pas tout à fait l'Union soviétique, mais encore une fois, nous sommes traversés par un esprit totalitaire qui ressemble beaucoup quand même
à ce qu'a pu être l'Union soviétique, en tout cas dans son incapacité à débattre et dans sa volonté d'avoir à imposer une parole uniforme, une parole labellisée par le pouvoir en place. Et donc je pense que moi je défends ardemment cette liberté de la parole, cette parole libérée, qui elle seule peut faire ébranler ce vieux monde. La liberté est révolutionnaire. Je pense que je ne vois que ça pour l'instant qui soit à notre portée. En tout cas, au moins ceci, réclamons la liberté de parole, réclamons la liberté de témoigner et réclamons la liberté de dire qui sont ceux qui nous ont menti, et ils sont connus, il faut les nommer, ils sont au gouvernement, ils étaient à droite, ils étaient à gauche, afin de ne pas recommencer, en tout cas de ne pas recommencer et d'essayer de reconstruire avec les moyens du bord pour l'instant, en attendant qu'il y ait une construction plus intellectuelle qui advienne, et elle viendra, bien entendu. Il faut d'ailleurs, vous remarquerez que les grands partis aujourd'hui réactivent des cellules de pensée, enfin de réflexion, donc il serait temps qu'ils s'en occupent, bien entendu. Et puis vous avez, et c'est notre rôle aussi, dans le fond, c'est votre rôle, c'est mon rôle aussi, que d'être les porte-paroles et de suggérer de sortir des sentiers battus, en tout cas, et d'essayer de voir ce qui peut être protégé, et ce qui vaut le coup d'être protégé, en essayant de sortir des fausses valeurs. Bon, voilà, c'est un peu ça, le défi, mais c'est un défi urgent il y a un incendie, et pour l'instant, nous sommes avec des seaux d'eau. Il faudrait peut-être des grandes lances d'incendie. Et ces grandes lances d'incendie, on les cherche pour l'instant.